Salut YouTube, bienvenue dans cette rediffusion. On est le matin du 5 novembre, il est 10h20 très exactement. Je suis très heureux de te proposer ce sujet-là qui a fait, qui a récolté pas mal de voix. En réalité, c'était lundi, là on est mercredi, lundi on est passé au vote et en fait cet article a connu un certain attrait pour la communauté. Donc c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de le traiter avec vous. Un article qui parle de papillons de lumière, et oui, mais pas n'importe quel type de papillons, des papillons très très grands que je qualifierais d'astronomiques, puisqu'il s'agit en fait d'une formation stellaire très particulière qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Voilà, bref, beaucoup de termes qui ont l'air très compliqués, mais tu vas voir YouTube, on va prendre le temps de disséquer tout ça, de disséquer justement notre papillon pour essayer de comprendre comment il est fait, avec son corps ici, que vous voyez, ces deux incroyables ailes, formidables. C'est très beau, c'est très joli. C'est un très joli cliché que vous voyez là, mais au-delà de l'aspect esthétique, ce qui va être aussi intéressant, c'est d'explorer la nature chimique d'une telle structure. C'est en tout cas l'objet de cette nouvelle publication scientifique qui est sortie récemment dans la littérature et qui est traité ici dans un article de Pour la Science. Donc voilà, c'est le thème. On va, je pense, passer quelques temps dessus. Ça va probablement pas être extrêmement long. Je vais essayer de répondre aussi aux questions d'ordre général sur l'astronomie s'il y en a. Mais voilà, on va se focaliser sur ce papillon pour cette actualité. Et voilà le programme qui nous attend. Papillon de lumière, oui bien sûr, dédicace à Cindy si tu nous écoutes, ou paix à son âme, je sais pas où est-ce qu'elle est en ce moment, si elle est encore en vie, bref, on salue en tout cas tous ceux et celles qui contribuent à la poésie dans ce monde. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de papillon? Alors, c'est en fait tout simplement avec des pincettes, avec des guillemets, simplement l'observation de à la fois le JWST, donc le James Webb Space Telescope, El Famoso Telescope, installé déjà depuis quelques années et qui fait des incroyables clichés bien sûr. Donc c'est une collab, c'est un featuring entre le télescope James Webb et un réseau de radiotélescopes qu'il y a bien sur Terre, donc c'est le réseau de télescopes ALMA. Et grâce à un featuring d'observation entre les deux, eh bien, les astrophysiciens ont réussi à caractériser un peu plus précisément comment cette structure est agencée et quelles sont en particulier les caractéristiques chimiques de cette structure-là, de cette en fait nébuleuse planétaire. Alors je vais revenir dessus pour vous expliquer un peu ce que c'est. Mais en fait surtout ce qu'il y a de nouveau et de très intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, eh bien, il y avait tout un tas de caractéristiques, on va dire, physico-chimiques qui n'avaient pas été percées et qui sont au sein du corps du papillon. Parce qu'en fait, sur ce papillon-là de lumière que vous voyez, vous avez quelque part sa partie centrale ici qui est en fait constituée d'une étoile qu'on ne voit pas forcément, qui est cachée. Et sur les deux côtés, vous avez en fait un tas de matière qui est éjectée de part et d'autre. Donc il faut vous imaginer qu'en fait, au centre, au niveau du corps du papillon, vous avez un corps céleste, un astre, et autour de cet astre-là, vous avez cette éjection de poussière et de matière qui se fait de part et d'autre. Vous allez voir qu'il y a une structure particulière au centre, au niveau du corps du papillon, qui explique pourquoi on a cette forme justement d'aile autour. Et donc cet objet, en fait, il est connu depuis un moment. C'est pas n'importe quel objet, c'est la nébuleuse NGC 6302. Combien ? Voilà. 6302, tout le monde la connaît, elle est extrêmement populaire chez les astronomes, en fait pas du tout chez vous, je pense que vous ne la connaissiez pas, moi non plus. C'est autrement appelé la nébuleuse du papillon. Elle se situe seulement à 3400 années-lumière, donc là vous dites 3400 années-lumière, mais ça fait beaucoup, c'est la distance que parcourt la lumière en 3400 ans. En fait, pour mettre ça en perspective, si vous voulez, le système stellaire le plus proche de nous, c'est Proxima du Centaure. Et lui se situe environ à 4,5 années-lumière. Donc c'est 3400. Bon, bien sûr, c'est beaucoup plus loin. C'est à 3 ordres de grandeur plus loin. Mais ça reste quand même un système stellaire qui n'est pas non plus très très éloigné dans notre galaxie, quoi.
Voilà. Alors à la base, cet objet avait déjà été observé par le télescope Hubble. Hubble qui est aussi connu des astronomes, un télescope qui est encore en activité aujourd'hui, pour le coup. Beaucoup disent que le James Webb est quelque part le remplaçant de Hubble, alors que pas tout à fait. Ils ne regardent pas tout à fait la même chose dans les mêmes longueurs d'onde, dans les mêmes lumières. C'est pas tout à fait les mêmes observations qui sont faites. Mais en tout cas, Hubble est connu pour avoir pris de très beaux clichés justement des différents astres, des différentes, on va dire, structures de notre galaxie et même d'ailleurs. Et donc là, par exemple, sur cette image-là, vous avez typiquement le même cliché, donc le même objet qui avait été observé par le télescope spatial Hubble. Donc là, ce cliché, pour vous donner une idée, c'est observé dans les infrarouges. Donc tout ça, c'est en fausse couleur, hein. Ça, c'est en fausse couleur parce que les couleurs vont être retraitées, vont être volontairement rajoutées en fait pour signifier, on va dire, pour montrer plutôt les caractéristiques chimiques de l'environnement. Donc là, typiquement, vous avez, c'est précisé, en rouge, vous avez l'hydrogène et en bleu, ça correspond plutôt au fer. Et vous allez le voir. Alors pourquoi j'insiste, pourquoi je suis aussi précis? Parce que ça va faire partie justement de nos moyens de nous repérer dans l'espace, que de savoir qu'est-ce qui correspond à quoi. C'est-à-dire que là, en bleu, vous voyez cette sorte de diagonale en bleu là que je passe avec mon curseur. Cette diagonale en bleu, du coup, qui représente essentiellement du fer, donc ça va être du gaz qui est constitué de plus de fer qu'ailleurs. Eh bien, retenez tout simplement qu'il y a cette diagonale de fer parce que ça va nous aider après quand on va regarder d'autres représentations de ce même objet. On va pouvoir comme ça s'orienter plus facilement dans l'espace et savoir de quoi on parle. Donc voilà, là ça va être un article qui va être assez imagé, assez illustré finalement. Vous allez le voir qu'on va réussir à se repérer dans l'espace grâce justement à ce type de caractéristiques. Donc là pareil, là cette première image je me suis pas appesanti dessus, mais c'est pareil, c'est aussi en fausse couleur. Ça a aussi été pris par Hubble, mais c'est en visible, c'est pas dans la même longueur d'onde, donc c'est pas les mêmes lumières, c'est pas la même nature de lumière qu'on regarde. Ici on ne regarde pas, ce cliché n'a pas été généré dans les infrarouges, on n'a pas regardé les infrarouges ici, mais seulement les ondes qu'on dit visibles, le rayonnement visible, donc c'est le rayonnement qui est en fait que vous pouvez voir à l'œil nu quoi. Et pareil, il y a eu un retraitement pour attribuer des couleurs à différents éléments chimiques. Une barre de fer. J'ai pas les refs dans le chat. Donc voilà pour la petite introduction concernant l'objet. Donc un objet qui, encore une fois, n'est pas une découverte astronomique. Pour le coup, c'est un objet qui a déjà été étudié et dont on a essayé de caractériser certains aspects avec les télescopes qu'on avait. Mais là, une nouvelle publication vient donner de nouvelles informations, en particulier sur le cœur, donc ce qui correspond au corps du papillon, si vous voulez. D'ailleurs, voilà, parlons de ce qu'on appelle les nébuleuses planétaires, parce que cette structure-là est appelée une nébuleuse planétaire. Alors, ça porte très mal son nom, puisque ce n'est pas une planète. Donc l'adjectif planétaire, en fait, n'a rien à foutre ici. Pourquoi il existe tout de même? C'est un héritage terminologique des astronomes du XVIIIe siècle. C'était à la base William Herschel, le même qui a découvert, si je dis pas de bêtises, Uranus, qui, en fait, avait remarqué que ces structures-là avaient des formes sphériques et donc lui faisaient penser à une planète. Alors qu'en fait, pour le coup, alors c'était une nébuleuse parce que ça a un côté un peu justement nébuleux, un peu flou quelque part, mais au centre il y avait une structure similaire, semblable visuellement à une planète, un peu sphérique. Donc c'est pour ça qu'il appelait ça les nébuleuses planétaires. Sauf qu'en fait, on a décidé de conserver le terme pour des raisons historiques, mais scientifiquement parlant, ça n'a rien à voir avec une planète. Il n'y a aucun, en tout cas dans cette structure-là, on ne cherche pas de corps planétaire, il n'y a pas a priori d'objet planétaire qui est recherché, qui est caractérisé. C'est en fait une étoile, ok? Mais c'est pas l'étoile à n'importe quel moment de sa vie. Ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, ça va être en fait une période de la vie de l'étoile. Ça va être une étoile en fin de vie
qui va entreprendre justement un phénomène de transformation. Pour le décrire de manière plus précise, une étoile, quand elle vit, elle va consommer son hydrogène. Je vais mettre comme ça. Une étoile, au cours de sa vie, va consommer l'hydrogène qu'elle contient, va faire la fusion de cet hydrogène-là pour le transformer en hélium. Donc ça, d'ailleurs, vous pouvez le voir même au sein du tableau périodique, pour donner une explication un peu plus chimique des choses. L'hydrogène, c'est le tout premier élément du tableau périodique, d'accord? Donc les étoiles, elles sont majoritairement faites d'hydrogène. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers, c'est parce que l'hydrogène est le principal composant des étoiles, et comme en masse qui compose les astres qui composent le plus de masse, les astres qui représentent la plus grande quantité de masse dans l'univers, c'est plutôt les étoiles. Je mets de côté les trous noirs qui sont pas considérés comme des astres, mais des objets très particuliers. C'est même pas considéré comme des objets à proprement parler, mais bref. Mettons de côté les cas extrêmes. Ce que je veux dire, c'est que pour le coup, l'hydrogène, s'il est autant abondant, encore une fois, c'est qu'il est l'élément le plus abondant dans des étoiles, et les étoiles, il y en a de partout. Et cet hydrogène va être consommé dans des réactions de fusion nucléaire, ok? Et va réagir avec lui-même, si vous voulez, va se transformer avec lui-même pour former de l'hélium, pardon, qui est le deuxième élément du tableau périodique. Donc ça, c'est la transformation qui a lieu tout au long de la vie des étoiles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les étoiles évoluent de manière très différente en fonction de leur masse, c'est-à-dire en fonction de leur quantité finalement d'hydrogène à la base. Les étoiles les plus massives, celles qui sont au-delà de 10 masses solaires et plus, elles ont tendance à consommer très rapidement leur hydrogène d'une part, et d'autre part, à leur fin de vie, elles vont plutôt évoluer vers soit des étoiles à neutrons, soit des trous noirs. Elles vont entreprendre un phénomène qu'on appelle la supernova, par exemple, que vous connaissez éventuellement, qui consiste grosso merdo à une forme d'explosion. Et après, une fois que la supernova est faite, est passée, il va rester au centre de l'étoile, éventuellement une étoile à neutrons ou un trou noir. Bon, je vais pas m'étendre sur ces cas-là parce que ça, c'est pas les cas qui nous intéressent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, la nébuleuse planétaire, c'est un phénomène qui, pareil, intervient en fin de vie, un peu à l'instar de la supernova. Sauf qu'en fait, la nébuleuse planétaire, ça concerne les étoiles qui sont les moins massives en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle encore une fois la nébuleuse planétaire, c'est un stade. C'est une période de la vie d'une étoile, et c'est la période de fin de vie d'une étoile, mais pas n'importe quel type d'étoile, seulement les étoiles les moins massives. Et quand je dis les moins massives, on a même une idée de l'ordre de grandeur. Il faut que l'étoile ait une masse qui soit inférieure à 8 fois la masse solaire. Vous avez compris? Vous voyez un peu le bail, quoi? Je vais vous montrer vite fait un truc qui pourra vous donner, pour résumer ce que je viens de raconter. Évolution stellaire. Hop, cet article Wikipédia, voilà, j'ai essayé de le retrouver. Compris, chef? Compris ou pas compris? Je sais pas si des gens ont déjà capté ça, mais ils sortent un papier sur cette découverte récente. J'imagine que personne n'a encore capté que la théorie des catastrophes pouvait servir de cadre analytique pertinent pour approfondir la compréhension de ce phénomène nouveau. Quoi? J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Mais force à toi. Force à vous, bien sûr. Voilà, il y a si vous voulez approfondir, alors je vais pas rentrer trop dans les détails, mais si vous voulez approfondir ces histoires de fin de vie des étoiles, qu'est-ce qu'elles font, il y a l'article Wikipédia de l'évolution stellaire. Bon, j'ai pas tout regardé, hein, mais je l'ai parcouru et ça m'a l'air d'être assez pertinent pour avoir une idée générale de comment ça se comporte. En particulier, il y a le tableau récapitulatif qui est vraiment très cool, parce que dans ce tableau, vous avez littéralement pour chaque type d'étoile, en fonction de leur masse, comment elles évoluent, avec des informations sur tout un tas de phénomènes qui concernent justement l'étoile. Là, par exemple, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le M, ce truc-là, M rond, ça, c'est une masse solaire. Ça représente la masse de notre Soleil, tout simplement. Donc, 30 MO, si vous voulez, c'est 30 fois la masse solaire. Ça, c'est une étoile qui est massive, qui a une masse qui est 30 fois la masse solaire. Là, vous avez
une autre colonne pour 10 fois la masse solaire, là 3 fois la masse solaire, là 1 fois la masse solaire et là en dessous. Et vous voyez que pour chaque colonne, bah, vous avez différentes informations qui sont hyper intéressantes, qui concernent justement comment l'étoile vit et comment elle meurt. Ok ? Et donc vous avez typiquement la nature de ce qui reste après la mort de l'étoile. Par exemple, si vous avez 30 masses solaires et plus, à la fin vous avez un trou noir. Si vous avez 10 masses solaires, vous avez une étoile à neutrons. Si vous avez 3 masses solaires, vous avez une naine blanche. Si vous avez une masse solaire, vous avez une naine blanche. Si vous avez 0,3 masses solaires, vous avez une naine blanche aussi. Donc là, vous pouvez vous dire, bah du coup, on connaît l'histoire de notre Soleil. On sait que notre Soleil, à la fin, il va entamer justement un phénomène de nébuleuse planétaire. Vous voyez, la réponse est donnée littéralement dans le tableau. Notre Soleil, en fin de vie, il va entamer sa phase de nébuleuse planétaire, où lui-même, il va émettre plein de gaz, plein de matière autour de lui, un peu à l'instar justement de la nébuleuse du papillon, qui va émettre un énorme panache. Alors on va voir pourquoi la nébuleuse du papillon est comme ça. Nous, notre étoile, normalement, enfin techniquement, ça va émettre un panache de manière sphérique, hein, dans les 3 directions de l'espace. Donc ça va être dans 4,5 milliards d'années environ. Notre étoile va entamer sa phase de nébuleuse planétaire. Et à la fin, va laisser un cadavre d'étoile qu'on appelle une naine blanche derrière elle. Ok. Donc voilà, vous avez, si vous voulez avoir une vision un peu globale de comment évolue une étoile, bah vous avez ce tableau de synthèse, bon, qui est un tableau récapitulatif général, bien sûr. C'est encore une fois, ça remplace pas ce que peuvent vous dire les astrophysiciens sur les cas particuliers et sur ce qui est observé dans la vraie vie. Mais en tout cas, ça vous donne une idée d'ordre général qui est pas trop mal, quoi, je pense. Donc voilà, bien comprendre que la nébuleuse planétaire, donc ce n'est pas encore une fois une planète, mais c'est bien un phénomène qu'on dit terminal. Pourquoi ? Parce que c'est le phénomène qui arrive à la fin de vie des étoiles, mais pas de toutes les étoiles. Seulement les étoiles qui ont une faible masse, qui est environ en dessous, je crois qu'il faut être en dessous de 8 masses solaires pour avoir ce phénomène-là. Voilà. Ça va être stylé de fou, de fou. Et d'ailleurs, regardez, j'aurais dû montrer ça, mais ça c'est cool aussi. Là, vous avez la frise chronologique de notre étoile, justement. Bon, il y a Biboot qui gêne un peu, là. Attends, je vais déplacer Biboot, là, Biboot qui est la phase terminale, littéralement, de l'étoile, de notre étoile. Hop, je vais la déplacer. Donc là, ça c'est assez stylé, c'est la frise chronologique de notre propre étoile. Donc vous voyez, nous on est là maintenant, vous êtes ici. Il y a une flèche là, vous êtes ici maintenant. Nous on est là temporellement, on est ici. On est à 4,5 milliards d'années, notre étoile a 4,5 milliards d'années d'existence. Donc on est à peu près à la moitié, on a de la chance, on est pile à la moitié à peu près, de la vie de notre étoile. Et après, donc au bout, il reste à environ 4,5 milliards d'années. Et donc voilà, après elle va entamer, dans 4,5 milliards d'années, elle va entamer cette phase terminale de nébuleuse planétaire. En fait, donc oui, c'est pourquoi, alors on pourrait dire, mais pourquoi elle ne reste pas éternellement comme ça, l'étoile ? Bah parce qu'en fait, au cours de sa vie, elle consomme son hydrogène. Et au bout d'un moment, elle va plus avoir d'hydrogène à consommer. Donc elle va se transformer. En fait, tant qu'elle consomme de l'hydrogène, il y aura un équilibre entre l'énergie qui est libérée et qui a tendance à séparer, à éjecter de la matière et de la matière de manière générale. Vous avez, en fait, pour qu'une étoile reste stable comme notre Soleil actuellement, il faut qu'il y ait un équilibre parfait. Il faut qu'il y ait un équilibre entre de la matière qui est constamment éjectée à cause des réactions, de la matière et de l'énergie, pardon, qui est constamment éjectée qui est constamment libérée à cause des réactions justement thermonucléaires, et qui ont cette libération, ces éjections de matière et d'énergie ont tendance à plutôt séparer les constituants de l'étoile de part et d'autre, donc à en fait faire en sorte de disloquer l'étoile. Donc d'un côté, vous avez une force qui disloque l'étoile, qui est donc cette énergie, cette matière qui est générée à cause des réactions thermonucléaires, mais de l'autre, vous avez la gravitation qui vient compenser ces éjections, je vais y arriver. D'accord ? Et donc vous avez un équilibre fin entre la quantité d'énergie et de matière qui sont libérées, qui est plutôt un élément qui va disloquer l'étoile, et de l'autre, la gravitation, donc c'est la matière attire la matière, la masse attire la masse, de l'autre, la gravitation qui va au contraire rassembler. Donc vous avez quelque chose qui disloque et quelque chose qui rassemble, et les deux sont en équilibre de sorte à ce que du coup l'étoile ni ne se disloque ni ne s'effondre, parce que les deux sont à l'équilibre.
Donc vous n'avez pas d'effondrement parce qu'il y a aussi il y a de la dispersion. En fait, c'est un équilibre plutôt entre effondrement et dispersion. Ça serait plutôt ça les deux termes, je pense. Effondrement et dispersion. Et donc, tant que il y a toujours de la fusion nucléaire pour disperser, bah, l'effondrement ne gagne pas sur la dispersion. Voilà. Pourquoi on ne change pas le nom de nébuleuse planétaire? On a bien décidé que Pluton n'était plus une planète. Bah, on pourrait, ça c'est l'Union astronomique qui décide de la nomenclature. On a décidé de garder l'appellation pour garder une continuité historique, pour éviter que quand on s'intéresse à d'anciennes données, on ne soit pas trompé, quoi. Voilà. C'est comme le terme de trou noir, tu vois. Le terme de trou noir, c'est ni un trou et c'est ni noir, quoi. Enfin, c'est-à-dire que ça donne une idée assez fausse de ce que c'est en réalité un trou noir, quoi. Donc, il y a des termes comme ça qui portent mal leur nom et qu'on conserve pour des raisons historiques, quoi. Après, bon, trou noir, c'est vraiment pas la pire des appellations, quoi. C'est noir, oui, pour le sens de l'absence de lumière, mais... Oui, c'est pas si stable, Rose, t'as raison de le préciser, à l'échelle de la vie. À l'échelle de la vie de l'étoile, moi je la considère stable, mais à l'échelle, on va dire, quand tu regardes précisément comment notre boule qui s'appelle le Soleil évolue, tu vois qu'il y a des activités. Il y a de l'activité solaire qui est changeante au cours des années. Salut Feu Follet, c'est bien ici le meilleur stream du monde, tout à fait. C'est au meilleur endroit. En fait, tu ne pouvais pas rêver d'un meilleur endroit que ce stream. Donc voilà, bienvenue. Donc voilà, je fais un petit rappel sur l'évolution stellaire et comment notre étoile va évoluer. Donc au bout de 4,5 milliards d'années, elle va commencer à entamer... Alors pour être honnête, c'est pas tout à fait la nébuleuse planétaire en premier, parce que la nébuleuse planétaire, c'est vraiment le moment où il y a énormément de matière qui est éjectée, et il y a tellement de matière que ça se voit, ça fait un halo, justement, ça fait El Famoso effet nébuleux. C'est pour ça qu'on appelle ça nébuleuse. Ça fait l'effet un peu nébuleux. Mais avant, d'abord, notre étoile va connaître une phase d'inflation, et on va l'appeler une géante rouge à ce moment-là. Et ensuite, après sa phase d'inflation en géante rouge, il va y avoir il va y avoir le phénomène de la nébuleuse planétaire. Vous allez avoir une éjection comme ça, de manière hyper intense encore une fois, de matière de part et d'autre de l'étoile, et ce qui va être laissé en fond, ça va être une naine blanche, quoi. Et les étoiles à neutrons. Alors les étoiles à neutrons, c'est des cadavres d'étoiles aussi qui sont laissés, mais alors les étoiles à neutrons ne se forment que dans le cas des étoiles les plus massives. Donc il faut être à 10 masses solaires et au-delà pour avoir la formation d'une étoile à neutrons. Là, ce qu'on va obtenir à la fin, c'est une naine blanche pour nous. C'est pas tout à fait pareil. Ça n'a pas la même densité, tout à fait la même densité de matière et pas les mêmes caractéristiques physiques, je pense. Après je suis pas assez connaisseur, honnêtement, mais... Tout ce qu'il faut retenir, enfin si vous voulez retenir, tout ce qu'il faut comprendre, devrais-je dire plutôt, c'est que, encore une fois, l'évolution stellaire dépend véritablement de la masse initiale de votre étoile. Dis-moi combien tu pèses, je te dirai ce que tu vas devenir. Voilà. Salut Mégadotine. Salut Anton Mapton. Oui, là c'était le cas de notre soleil, là, ici sur la frise. Donc voilà, j'ai fait une petite digression, enfin un peu longue, c'est vrai, sur les étoiles, mais je pense que c'est ce qui intéresse aussi les gens plus généralement, l'évolution stellaire. Et maintenant, on va revenir sur justement El Famoso nébuleuse planétaire. Donc vous l'avez compris, encore une fois, je le répète, la nébuleuse planétaire n'est pas une planète, et ce n'est même pas vraisemblablement un type d'étoile, c'est plutôt une phase de la vie de l'étoile, c'est plutôt un moment, c'est plutôt une période de la vie de l'étoile, une période pendant laquelle justement elle va libérer beaucoup de matière et d'énergie autour d'elle et laisser après au bout d'un moment derrière elle juste un cadavre d'étoile. Enfin elle va juste, cette étoile, rester stable et devenir ce qu'on appelle une naine blanche, quoi.
Voilà. Alors là, ce qu'il y a de particulier, contrairement à notre Soleil qui lui formera, enfin éjectera de la matière et de l'énergie de manière sphérique autour de lui, ici, dans la nébuleuse de Papillon, bah en fait on observe deux lobes. Ah ouais, c'est un lobe gauche et un lobe droit, quoi. C'est les deux ailes du papillon, tout simplement. Donc c'est ça qui est bizarre. On pourrait se dire, mais comment ça se fait qu'on n'a pas, dans cette nébuleuse planétaire, qu'on a cette forme si exotique, la forme d'un papillon, plutôt que tout simplement une sphère autour de l'étoile? Parce que pourquoi il y a des axes d'éjection prioritaires, entre guillemets, enfin qu'il y a une orientation privilégiée dans l'éjection de la matière et de l'énergie. Et donc en fait là le cœur, et donc ça je vais vous donner la réponse tout de suite parce que c'est ce qui a été justement très bien caractérisé par nos chercheurs. Tout va se jouer au niveau du corps central, le corps central du papillon, qui est lui-même constitué en fait bien sûr de l'étoile centrale, mais également, et c'est là justement où toute la subtilité, où toute l'exoticité se retrouve. Ce corps de papillon est en réalité, tenez-vous bien, je sais que je tisse de fou là. Ce corps de papillon est en réalité constitué j'essaie d'afficher le truc, mais mon site... Attendez, faut que je voulais afficher le truc en même temps. Le teasing de fou. Ce corps de papillon, accrochez-vous mesdames, messieurs. Alors peut-être... Ce corps de papillon, de quoi est-il constitué? D'une étoile centrale bien sûr, mais aussi d'un T. Ça commence par un T. T, je pense que vous ne l'avez pas, même si je vous donne les indications. Mon PDF est en train de charger, j'arrive. Il y a un T, c'est la première lettre, il faut que vous deviniez. Il y a un T, un trou noir, non. Il y a un O, la deuxième lettre c'est un O. Il y a seulement 4 lettres dans ce mot. Il faut trouver un mot à 4 lettres et les deux premières lettres c'est T-O. Tomate, presque. Il y a une lettre de Tom, non. Tout. Trou noir. Thor. Et oui, c'est deviné, bravo Lorgibus. Bon, c'était sûr que Lorgibus finirait par l'avoir. Il y a un Thor. Alors, c'est quoi un Thor? Vous savez ce que c'est un Thor? Vous savez ce que c'est un Thor, l'Armina? En fait, un Thor, c'est pas vraiment un objet physique à proprement parler parce que c'est d'abord un objet mathématique, quoi. Un Thor, c'est un fucking donut, tout à fait. C'est ça. En fait, vous avez un Thor de matière. Vous avez un donut qui entoure l'étoile centrale. Vous allez le voir si j'arrive à charger mon PDF. Vous voyez, le PDF fait mal la taille du chargement parce que je crois je crois qu'ils ont pris des clichés en mode vidéo aussi. C'est pour ça que c'est long. Donc voilà, le Thor, c'est cette figure, cet objet mathématique, en fait, qui, en fait, dans la vraie vie, représente un donut. Enfin, le donut est sous forme torique, quoi. Et en fait, ce qui est particulier avec cette nébuleuse, qu'on ne retrouve pas d'habitude, ou peut-être plutôt rarement, ou en tout cas qui est une caractéristique vraiment précise de cette nébuleuse, c'est qu'il y a un Thor qui entoure l'étoile. Et c'est justement aussi à cause de ce Thor que jusqu'à maintenant, les observations étaient difficiles. Parce que le Thor... Alors, de quoi il est fait, ce Thor, pour l'étoile? En fait, ce Thor, il est fait de poussière. Essentiellement, il y a beaucoup de poussière qui rendent opaque, justement, l'image. En fait, c'est pas facile à voir sur les clichés. Pas facile à voir sur les... Attendez, je vais recharger le truc du... Je vais recharger l'article de Pour la Science. C'est pas facile à voir, mais voilà, faut imaginer que la partie peut-être éventuellement un peu opaque, un peu grise sur la photo, c'est une des... Comment on peut appeler ça? Un des côtés du Thor. En fait, la meilleure représentation, c'est celle qu'il y a dans l'article. C'est pour ça que j'ai chargé l'article. C'est en fait pour vous montrer, parce que l'article est plus clair quand tu le regardes par rapport à la description de Pour la Science. L'article est bien fait dans ce sens. Il y a encore Bibout qui gêne, quoi, je te jure. Désolé, hein, je vous décale le chat. Mais voilà, le Thor, il est là. Le Thor est là. En fait, avec les clichés ici qui sont mis à côté, on voit mieux. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, vous vous souvenez... Les bras, vous vous souvenez de la diagonale du fer ou pas? Bon, ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, vous comprenez rien de ce que je raconte. Regardez ce cliché, on va repartir de la base. Regardez ce cliché de la nébuleuse du papillon. On a dit quoi? On a dit que ce qu'il y avait en bleu ici, vous voyez la diagonale bleue là, ça c'est une éjection de matière, hein, d'accord? Mais
Pourquoi elle est bleue? Parce qu'on a volontairement coloré les parties de cette éjection qui est concentrée en fer. En fait, les parties bleues, c'est des endroits de la nébuleuse où il y a beaucoup de fer par rapport au reste, au reste de la nébuleuse. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas du fer ailleurs. Mais ça veut dire que il y a plus de fer dans ces zones-là. D'accord? Donc retenez que le bleu ici, il y a une diagonale bleue qui représente le fer. Retenez, c'est important parce que ça va être ça votre boussole pour comprendre après l'image que je vais vous montrer. Donc voilà, les bras diagonales, c'est du fer. D'accord? Là, ça se voit moins ici, mais parce que c'est pas pris. Ça, c'est la même photo, mais pris, encore une fois, sous une longueur d'onde différente, sous un type de lumière différent, donc on voit pas la même chose. Mais voilà, retenez tout simplement que vous avez une forme de diagonale, la diagonale du fer, on va l'appeler comme ça. La barre de fer. Diagonale du fer. Bah, regardez l'article, vous allez comprendre. Hop, regardez l'image ici. Bon, il y a beaucoup d'informations. La légende est très, très riche, ok, mais on s'en fout. Ne lisez pas ce qui est écrit. Regardez tout simplement qu'il y a une étoile. L'étoile ici, c'est l'étoile. Ils sont forts, les scientifiques. Hein. Ils se disent, pour représenter l'étoile, je vais mettre une étoile. Et il y a big brain time. Hein. Franchement, les gens qui travaillent en astro, ils ont, je pense, un cerveau qui dégouline. Hein, parce que là, ils sont intelligents. Ils se sont dit, on va représenter l'étoile avec une étoile. Bref. Donc là, l'étoile, elle est là. L'étoile, donc, ce qui, si vous l'avez bien compris, en fait, est une naine blanche, puisque c'est ce qui est laissé après, justement, la nébuleuse planétaire. C'est l'étoile, le cadavre de l'étoile qui est laissé derrière, c'est une naine blanche. Donc là, a priori, c'est une naine blanche en formation, si vous voulez. Donc cette naine blanche qui est ici, elle est entourée. Vous voyez la forme ovale, ça, c'est le Thor. Ce qui est en ovale, c'est le Thor. Vous l'avez après sur la droite, mais on y vient après. Et en bleu... Regardez, vous avez F2 jet là. Ça, c'est les éjections de fer. Donc voilà, vous vous souvenez des bras, les diagonales du fer dont je vous ai parlé, c'est ça. Diagonale du fer, et elle est là en fait. C'est la truc bleue qui est mis. Donc voilà, ça vous repère dans l'espace comment cette figure, elle a été générée. Donc vous avez la diagonale du fer. Au centre, vous avez bien l'étoile. Et autour, vous avez le Thor. Okay. Une autre manière de le représenter, c'est ici. À droite, là on a enlevé les... On a enlevé les fluoritures, on a enlevé les jets. On a juste mis le Thor et l'étoile centrale. Ok? Et ça tourne ou pas? Non, ça tourne pas. Enfin, pas à ma connaissance. Le Thor ne bouge pas. Scientifique! Voili voilou. Ça va, c'est compris ou quoi? C'est pas une mouche éclatée sur une vitre, plutôt la photo? Bah, peut-être, mais faut demander aux auteurs hein, s'ils nous ont pas arnaqué. Ça tourne même pas à l'échelle cosmique, genre? Je sais pas. C'est quoi que t'appelles l'échelle cosmique? L'ordre du milliard d'années, peut-être? Mais j'ai pas vu ça. Alors, en tout cas, quand j'ai lu les quelques infos dessus, j'ai pas cru comprendre que le Thor était dynamique, quoi. En fait, ce Thor, il est constitué essentiellement de poussière, d'accord? C'est ce qui rend l'observation difficile parce qu'en fait, ça rajoute de l'opacité, si vous voulez. C'est comme de la poussière. Imaginez une forme de brouillard qui contient plein de poussière et la lumière qui serait à l'intérieur du brouillard n'arrive pas à passer, si vous voulez, entre guillemets, à travers le brouillard parce que le brouillard va jouer le rôle d'opaciteur, de Papacito, quoi, va empêcher littéralement la lumière de sortir. Comme Papacito, finalement. Donc tout est lié. Moi, j'ai compris que le Thor oriente des jets de part et d'autre de ses trous. Mais comment? Et ben voilà, du coup, t'as tout compris. Parce que t'as pré-shot exactement ce que dit l'article. C'est que justement, qu'est-ce qui justifie la forme de papillon? Opacifiant, on dit, je crois, en vrai français. Ouais, merci. Qu'est-ce que l'article dit en substance? C'est que justement, pourquoi c'est un fucking papillon le truc et pas juste une vieille sphère de merde? C'est parce que on a le Thor qui va finalement servir de canalisateur. Le Thor qui est sous cette forme-là va canaliser l'éjection de matière et d'énergie dans des directions privilégiées. Et si c'est comme un anneau. En fait, le Thor, c'est comme si c'était un anneau qui va diriger le flux de matière et d'énergie que dans deux directions, si vous voulez. Là, par rapport à ce qu'on voit, ça serait à gauche et à droite, quoi. À l'ouest et à l'est, si vous voulez. Bref. Et donc, c'est comme ça que on se retrouve avec la forme d'un papillon. Donc, c'est parce que
Ce tore existe, ce tore qui est fait de poussière. Alors, ils ont même réussi à caractériser les différents. Alors, ce qui est fort, c'est qu'ils ont réussi à non seulement caractériser les poussières qui sont à l'intérieur du tore, mais ils ont réussi aussi, au sein du tore, à voir quelles étaient les différentes couches, parce qu'en fait, ils ont identifié certaines molécules présentes dans certaines couches du tore. Donc c'est là où ils sont super forts. C'est qu'ils sont allés très loin dans la caractérisation chimique. Ils ont réussi à savoir, à décomposer le tore en plusieurs, à faire une sorte de dissection, si vous voulez. Ils ont disséqué le corps du papillon en sachant, en attribuant à chacune partie du corps du papillon quelles étaient les molécules qu'on trouve tout simplement. Le tore, c'est censé représenter de la matière. C'est un champ de poussière. D'accord ? C'est un champ où il y a beaucoup de poussière concentrée. C'est de la poussière de silicate et d'autres choses. Je peux vous le dire, ça. D'ailleurs, on va en parler maintenant. Voilà, comme ça va répondre à ta question. Le tore, là, pour le coup, c'est... En fait, quand je dis le tore, c'est l'objet mathématique, d'accord ? Mais si vous voulez, il y a un nuage de poussière sous forme de tore qui existe physiquement autour de l'étoile. D'accord ? Et il va jouer un rôle, ce tore, encore une fois, dans l'orientation des bras du papillon. Parce qu'au moment où l'étoile émet de manière plutôt continue, par probablement pulsation, bon bref, j'ai pas une très bonne connaissance pour le coup de comment l'étoile émet de l'énergie et de la matière là dans sa phase terminale. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ces éjections de matière et de poussière qui est générée par l'étoile, ces éjections vont interagir avec l'intérieur du tore. D'accord ? Parce que imaginez le tore comme un anneau. Pour vous dire le truc autrement, imaginez, vous regardez le tore en face, comme ça c'est un donut. J'aurais dû acheter un donut pour l'occasion. Vous êtes en face du tore. Bon là, c'est pas... Là, notre champ de vision, il est pas en face, du coup il est un peu biaisé, mais Osef. Imaginez que vous êtes en face du tore, vous avez l'étoile qui est centrale. L'étoile, en émettant de la lumière et de la matière, cette lumière et cette matière, à un moment, va rentrer en interaction avec le tore, avec la poussière du tore. Et le fait que ça rentre en interaction, ça va créer tout un tas de changements physico-chimiques au sein du tore d'une part, mais aussi autour du tore d'autre part. Parce que ça va réorienter, ça va bien sûr diriger la lumière de part et d'autre et les poussières. Comme on l'a vu, c'est pour ça qu'il y a les étoiles de papillon, et c'est pour ça qu'il y a les ailes de papillon. D'une part, ça va réorienter les jets dans ces directions-là. Et d'autre part, cette lumière et cette matière émise qui rentrent en contact avec la poussière, c'est une source d'énergie qui va aussi transformer la nature chimique du tore en fonction de si vous regardez à la surface du tore ou à l'intérieur du tore. Vous n'avez pas la même chose. C'est comme un donut. À la surface du donut ou dans le donut, vous n'avez pas la même chose. Des fois, vous avez des donuts. Dans les donuts, en général, on peut retrouver du coulis. Là, c'est pareil. En fonction de l'intérieur ou l'extérieur, la surface externe, ou au contraire l'intérieur du donut, vous n'avez pas la même composition chimique. D'accord ? Si tu veux regarder une belle simu, c'est la simu du papillon, c'est la même... C'est le même ou pas ? Est-ce qu'on saurait placer le plan équatorial axe de rotation de l'étoile sur ce schéma ? L'axe de l'étoile autour d'elle-même ? C'est une bonne question, je sais pas. Je crois pas. Tu te demandes pourquoi, si le tore il est orienté selon l'axe de rotation, c'est bien possible. C'est bien possible que l'axe de rotation, ça soit l'axe du tore justement. Pour expliquer pourquoi la poussière, pourquoi le nuage de poussière, il n'est orienté que sous la forme d'un disque. C'est une très bonne question et je sais. La réponse honnête, c'est je ne sais pas. Mais là, intuitivement, j'aurais tendance à penser que ce nuage de poussière soit orienté autour de l'étoile en l'axe de rotation. Enfin, pas l'axe de rotation, mais l'axe qui traverse le tore, je vais y arriver, l'axe qui traverse le tore est le même axe qui traverse l'étoile, qui pourrait être l'axe de rotation de l'étoile autour d'elle-même. Mais bon, ça c'est ma réponse intuitive, ça se trouve c'est pas du tout le cas. Je sais pas. Et peut-être que l'article en parle, mais comme j'ai pas lu l'article entièrement, je sais pas. Voilà. La normale. Ouais, ça serait la normale si vous voulez. Ouais, la perpendiculaire. Dans ton schéma, il y avait
pas les phases d'éjection de différentes matières de l'étoile en rétractation. Dans mon schéma, tu veux dire l'autre qu'il y avait avant? Je comprends pas trop. C'est quoi ce qui est contredisant là, UHCAN? Je comprends pas ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux expliciter pour que je comprenne bien ce que tu comprennes pas? Un tokamak c'est un tore ou sinon? Oui, un tokamak c'est un tore. Tokamak c'est le nom qu'on donne au réacteur torique dans lequel on essaye de mettre un champ magnétique sous la forme d'un tore justement. Voilà. Donc voilà, c'est ça la principale. Je trouve un des messages principaux qu'il faut retenir. Enfin, qu'il faut comprendre de cette news, c'est que on assiste à littéralement un système stellaire, ou on peut dire système stellaire, en tout cas une nébuleuse planétaire qui a une caractéristique vraiment très exotique que celle d'avoir un tore et qui explique justement pourquoi elle a en conséquence ses ailes, quoi. Ces ailes de matière qui sont si particulières, quoi. Alors si on veut aller un peu plus loin, il y a eu, comme je le disais un peu plus tôt, de l'identification chimique à la fois des ailes comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi du tore, de l'intérieur du tore. Par exemple, on sait que oui, voilà, que le tore, lui, il est constitué de poussière, comme je disais. Ces poussières sont riches en grains de silicate qui peuvent être irréguliers ou c'est la forme de cristaux de quartz. Donc voilà, faut imaginer que c'est vraiment un champ de petites poussières. C'est vraiment tout petit, hein, de l'ordre micrométrique, hein, c'est des toutes petites poussières. Ils expliquent aussi qu'ils ont réussi à caractériser quand même la taille de ces grains et que ces grains sont un peu plus grandes que ce qu'on retrouve habituellement dans le milieu interstellaire. Ce qui suggérerait que en fait, ce tore, il a été alimenté du coup en matière et en énergie et que cette matière et cette énergie qui arrive de l'étoile et qui rentre en contact avec la poussière peut jouer un rôle dans l'accroissement de ces mêmes grains. Donc voilà, on a aussi des grains qui sont plus gros que d'habitude parce qu'on pense que l'étoile, avec son rayonnement et sa matière qu'elle envoie sur le champ de poussière, a aidé à ces mêmes poussières à devenir de plus en plus grosses. À l'intérieur du tore, on observe différentes zones et c'est là où ils sont super forts, c'est qu'ils ont réussi encore une fois, de la même manière que vous, au sein d'un donut, vous pouvez identifier l'intérieur du donut où il y a du coulis, ou la surface du donut où il y a un panache. Non, comment on dit déjà le truc qu'on met sur les donuts là, sur les cuisiniers là, comment ça s'appelle les trucs qu'on met sur les gâteaux là, la fine couche qu'on met sur les donuts, c'est quoi le terme? Le topping, voilà. Là c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à identifier une forme de topping. Le glaçage, voilà, merci, pas le panache. Le glaçage. Donc là, c'est pareil, ils arrivent à identifier le glaçage de l'intérieur du tore. Et donc là, bon, Et en fait, la différence, elle est chimique. Hein. C'est-à-dire qu'ils repèrent qu'il y a certains constituants qui sont plus abondants à certains endroits. Donc au niveau, par exemple, du glaçage, il y a plus de certaines molécules. À l'intérieur, le coulis, il est fait de plus de telles molécules. Je croyais que tu parlais du sucre glace. Oui, aussi, hein, ça peut être le sucre glace. C'est juste pour vous donner une image, quoi. Et là, donc là, il y a un paragraphe qui parle de ces différentes caractéristiques. Mais je pense que à la place du paragraphe, il vaut mieux une image pour vous donner, parce que pareil, il y a une très belle image, je trouve, qui n'est pas facile à comprendre, mais qui en dit long justement sur la caractérisation chimique. Regardez cette image, elle est pas incroyable? Bon, là, ça paraît incompréhensible vu comme ça. Pareil, je vais devoir enlever le chat et le chat. Je crois que je vais même m'enlever moi parce qu'en fait... Non, c'est bon, je peux me mettre comme ça. Regardez ça, ça c'est ouf. Ça, c'est la représentation du donut. En fait, il y a un truc un peu bizarre. Là, on a l'impression que l'étoile, elle est en dehors du donut. Mais en fait, c'est pas le cas. L'étoile, elle est bien au centre du tore. L'étoile est toujours... Elle est là, l'étoile. Elle est au centre. Là c'est notre œil. Attends, je vais commencer par de gauche à droite en fait. À gauche, c'est notre œil, c'est la Terre. En fait, à gauche, c'est nous qui observons depuis la Terre la nébuleuse planétaire. D'accord, c'est pour ça, c'est
C'est une représentation d'un œil ici. Ensuite, à droite, vous avez l'étoile. L'étoile qu'on observe qui est centrale, qui est, je le rappelle, au centre du donut, d'accord? L'étoile est au centre du donut. Et en fait, ici, ce que vous voyez, c'est une tranche. C'est littéralement une tranche. Imaginez vous coupez un donut comme ça. Imaginez vous coupez votre donut et vous voyez l'intérieur du donut depuis la tranche. Ben, c'est ce que vous voyez ici. Là, à droite, vous avez une tranche de donut coupée. Vous avez vraiment la tranche, vous coupez le donut et vous voyez l'intérieur du donut, comment il est composé. Et en fait, ils ont réussi à mettre en évidence que bah, la partie du donut qui est directement au contact, enfin pas directement, mais qui est la plus proche de l'étoile, cette partie-là est essentiellement faite d'hydrogène, d'hydrogène ionisé en fait, H+. On va pas rentrer dans les détails, on s'en fout un peu. Mais voilà, imaginez que vous avez, c'est une sorte de dissection. Ils ont littéralement fait ça, hein, et c'est pas différent, enfin bien sûr c'est vulgarisé ce que je raconte, mais imaginez que c'est l'équivalent de disséquer votre donut et de regarder par la tranche de quoi il est composé. Donc vous avez d'abord de l'hydrogène ionisé, ensuite vous avez les PAH, alors ça je m'attarde vite fait dessus. Les PAH, c'est HAP en français, et en fait c'est une classe de molécules organiques un peu particulière. Ces molécules organiques, elles sont dites cycliques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces molécules organiques, pour être formées, il faut un environnement particulier. Souvent, pour être formées, ces molécules organiques, il faut qu'elles aient de l'énergie à disposition pour pouvoir se structurer de la manière cyclique comme elles se structurent, quoi. Donc, à observer par exemple des PAH ou des HAP en français, ça témoigne que l'environnement est suffisamment énergétique pour permettre l'existence de ces molécules-là. Donc c'est ça qui est intéressant. Au-delà du fait que ce soit aussi des molécules organiques, donc qui dit organique, intéressant pour le vivant et compagnie. Bon bref, ça c'est autre chose. Mais au-delà de ça, ce que ça dit, c'est que ça dit que l'environnement est suffisamment riche déjà en carbone d'une part, mais aussi suffisamment riche, enfin est à disposition suffisamment d'énergie pour pouvoir structurer de telles molécules qui de base ne se retrouvent pas aussi facilement partout. Donc les PAH, ils sont aussi le témoin, ou les HAP, ils sont aussi le témoin de certaines transformations chimiques qui n'ont pas forcément lieu tout le temps. D'accord ? Est-ce que je peux rappeler la définition chimique d'organique ? Oui, alors c'est simplement, entre guillemets, des molécules à base de carbone. Là, je l'emploie au sens de molécules avec des atomes de carbone, dans leur structure. Donc les HAP, en plus c'est que du carbone et de l'hydrogène, si je dis pas de bêtises. Les HAP, c'est que du carbone et de l'hydrogène. Et sauf que c'est un agencement de carbone un peu particulier qu'on dit cyclique. Je vais pas vous montrer des molécules où je sais que tout le monde n'est pas chimiste dans le chat, on s'en fout un peu. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ces HAP, encore une fois, témoignent bien sûr de l'abondance du carbone qui existe, donc déjà c'est bien, mais aussi qu'il y a de l'énergie à disposition pour les former, pour former ces cycles si particuliers, caractéristiques des HAP. Voilà. Donc vous avez en orange ici la partie qui correspond aux HAP. Après, vous avez en violet du dihydrogène qui a été mesuré, et au centre, le coulis, voilà c'est ça. Le coulis de votre donut, ce qu'il y a au centre de la tranche de votre donut, c'est du monoxyde de carbone. C'est où ? Ok. Voilà. Bon, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça montre la puissance, non pas du port du Havre, mais la puissance de nos observations. Donc je rappelle, c'est un featuring, c'est une collaboration entre les données qui viennent du télescope James Webb et aussi des radiotélescopes ALMA. Et en compilant toutes les données qu'ils ont réussi à obtenir, ils ont réussi comme ça à disséquer littéralement l'intérieur du Thor. Thor qui, je le rappelle, entoure l'étoile de la nébuleuse planétaire. Voilà, donc pour moi, ce sera la dernière chose que j'avais à vous montrer, c'est que je trouvais ultra impressionnante. C'est cette représentation-là. Bon, après, c'est une représentation, ça ne veut pas dire que... C'est un début de caractérisation. Encore une fois, il y aurait plein d'autres choses à dire. Après, il faudrait lire le papier pour aller plus dans les détails et comprendre de manière un peu plus fine ce qu'ils ont trouvé. Mais grosso merdo, à des fins de vulgarisation, ça suffit déjà amplement si vous avez compris que justement la forme de cette nébuleuse en papillon vient de la forme thorique, enfin du Thor, donc qui est en fait constitué de poussière, d'accord, essentiellement beaucoup de poussière partout dans le Thor. Ce même Thor qui entoure l'étoile et qui va conditionner les jets, d'une part, et d'autre part,
la grande nouveauté, enfin là, ce qui est la grande découverte, c'est d'avoir été capable de caractériser assez précisément la composition chimique de ce Thor, même si bien sûr ce n'est pour le moment c'est qu'une approche, enfin je veux dire, tout n'est pas fait, hein. Ils ont pas réussi à savoir finement de quoi tout était composé, mais bref, ils ont commencé, en tout cas c'est une première dans la caractérisation d'un système aussi complexe que la nébuleuse du papillon, quoi. Walou. C'est une dinguerie quand même. Et voilà, je vais m'arrêter là pour la rediff YouTube. Donc dites au revoir à YouTube dans le chat. Mais je suis à vous et on continue. On va faire un... Je vais continuer de répondre à vos questions après, si vous en avez dans le chat concernant l'article. Et ensuite, on va basculer sur le React. Je te fais des bisous YouTube. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça t'a plu et que ça a pu accompagner... ce que tu faisais en ce moment. Donc voilà, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou partager la vidéo si ça t'a plu, la rediffusion. Voilà, je pense que c'est de temps en temps intéressant de s'intéresser à... Enfin, ça peut être, je trouve, hyper intéressant de prendre des cas particuliers comme la nébuleuse du papillon pour aussi voir ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de comprendre à partir des instruments qu'on a à notre disposition, quoi. Voilà. Allez, à très bientôt YouTube, merci d'avoir été là. Ciao!